Eh bien, bonjour à toutes et tous, chers internautes, chers participants. Je m'appelle Jean-Dominique Assier, je suis directeur des campus et des partenariats de l'Université Sangor. Et c'est dans le cadre de notre partenariat avec l'APF et les parlementaires francophones que nous sommes très heureux et très honorés, l'Université Sangor, de contribuer à ces échanges qui, euh, malgré la pandémie, et j'oserais presque dire grâce à la pandémie, nous permettent, si vous me le permettez, je sais bien que cette pandémie a beaucoup plus de mauvais effets que de bons, nous permet de nous retrouver autour de thématiques qui, évidemment, vont répondre à vos attentes, à vos besoins, et nous le souhaitons aux différentes préoccupations que sont les vôtres. Pandémie, justement, nous sommes au cœur du sujet et le sujet d'aujourd'hui concerne et porte sur le contrôle de l'action du gouvernement par le Parlement, précisément en cette période de pandémie et au regard des contraintes et des particularités que cette nouvelle, cette nouvelle difficulté présente aujourd'hui dans l'ensemble des pays et pour l'ensemble des parlementaires. Alors, nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir M. André Gagnon, qui est sous-greffier qui est sous-greffier à la Chambre des communes du Canada, par conséquent, et qui nous rejoint aujourd'hui et qui va traiter ce sujet. Je voudrais, en quelques mots, rapidement, vous préciser que M. Gagnon a une carrière évidemment entièrement orienté sur ces aspects essentiels, juridiques et fondamentaux pour nos démocraties et pour nos pays. Monsieur Gagnon est québécois et après des études brillantes à la fois à l'Université Laval à Québec et à l'Université d'Ottawa, Monsieur Gagnon a exercé plusieurs responsabilités, notamment d'abord des responsabilités associatives qui montrent son implication dans les domaines, en qualité notamment de vice-président de l'Association des secrétaires généraux des parlements francophones depuis 2006, et évidemment professionnel dans le cadre de ses activités, et notamment à la tête des services de la procédure, qui évidemment démontre et témoigne de son engagement profond dans les activités du Parlement. Alors, je voudrais maintenant, bien sûr, très rapidement céder la parole tout de suite à M. André Gagnon, en le remerciant à nouveau de son intervention et en son nom et bien sûr au nôtre, vous inviter, chers participants, chers internautes, à, pendant l'intervention de M. Gagnon, qui durera sans doute une vingtaine de minutes, eh bien, utilisez le chat pour formuler vos questions et, comme le souhaitait à très juste titre M. Gagnon, peut-être avant ou en préliminaire de chacune de vos questions, vous identifiez, surtout identifier le pays dans lequel vous vous situez, bien évidemment, l'assemblée, votre assemblée d'origine, je dirais, de façon à ce que cela puisse évidemment plus facilement favoriser les échanges. Merci d'utiliser le chat, hein, c'est vraiment important. Nous avons déjà eu une question qui a été posée par une personne qui demande si l'on peut obtenir une attestation de participation pour le webinaire. C'est donc un aspect très
techniques, administratives. Oui, bien sûr, on peut tout à fait vous adresser une attestation, mais à la condition d'avoir très précisément votre identité. Donc, merci ceux qui le souhaitent. Merci de nous adresser votre identité précise, votre pays, votre nationalité et vos fonctions, bien évidemment. Hein. Parce que là, la question qui nous a été adressée est signée spectateur anonyme, et je ne vous cache pas qu'il nous sera difficile de faire une attestation au nom de spectateur anonyme. Voilà, non, c'est une plaisanterie, mais c'est évidemment, nous sommes à votre entière disposition pour vous adresser ces documents. Monsieur Gagnon, merci par avance de votre intervention. La parole est à vous et nous poursuivrons à la fin de votre intervention par vos réponses aux questions, si vous le voulez bien, qui vous seront posées par nos chers participants. Merci, monsieur Gagnon. Merci beaucoup, M. Assier. Bien le bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin chez moi, cet après-midi ou même plus tard chez vous. C'est un grand plaisir parce que la communauté francophone me manque énormément dû à la pandémie. Il y a bien longtemps qu'on a eu l'occasion de se réunir. Comme M. Assier l'a mentionné, je fais partie de la SGPF depuis déjà presque 20 ans comme tel et j'en assume une des vice-présidences depuis un bon nombre d'années déjà. Ben, la SGPF est toujours très intéressée à faire des échanges pour faire en sorte que l'on puisse, entre les différents parlements, échanger, donc gagner des expériences des autres, partager les meilleures pratiques pour faire en sorte que nos institutions parlementaires soient le plus solides, pérennes et professionnelles possible. Alors, de toute évidence, participer à un tel projet avec l'Université de Sangor et l'APF, c'est un grand plaisir pour nous. C'est d'ailleurs tous les panélistes qui ont participé jusqu'à ce jour à ce programme-ci viennent de la SGPF. Alors, nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à ça. C'est la deuxième fois que je participe à que je collabore avec l'Université Sangor. Il y a à peu près 18 mois, puis j'espère qu'il y a certains de mes amis du Rwanda qui sont en ligne. Il y a à peu près 18 mois, j'étais à Kigali pour participer à un séminaire organisé justement par l'Université Sangor et l'APF. C'était un grand plaisir pour moi de m'y retrouver. Alors, un grand plaisir de me retrouver encore aujourd'hui à collaborer avec l'Université Sangor. Ce matin, il fait quand même un petit peu froid ici. Très froid pour certains d'entre vous, mais ici, c'est quand même pas trop mal. Et je me suis servi un bon thé pour m'accompagner dans le froid, parce qu'il fait quand même froid dans la pièce où je me trouve. Et ce qui est intéressant, c'est que ce thé-là, j'ai décidé de le boire ce matin et je l'ai fait à la manière du thé rwandais. Lorsque je suis allé à Kigali, on m'a fait goûter le thé rwandais. Il était excellent. Alors, un thé noir, un peu de thé noir, du thé noir, excusez-moi, un peu de sucre et du gingembre et du lait chaud. C'était excellent et je m'en fais régulièrement. Je voulais m'en faire un ce matin, évidemment, pour marquer cette rencontre avec nos amis de la communauté francophone. Ce qui est intéressant, c'est que le thé, on en boit partout. Hein? On en boit au Canada, on en boit dans tous les pays du monde, mais il est préparé de manière différente selon l'endroit. Pourquoi? Ben, ça dépend de la culture, ça dépend de l'histoire, ça dépend de la géographie, ça dépend évidemment d'un tas de choses qui a évolué dans cette société-là. Ben, pourquoi je parle du thé, c'est que le thé, c'est en quelque sorte un peu comme le Parlement. Le thé, on en boit partout, il y a des parlements partout. Il n'y a pas un parlement meilleur qu'un autre. Comme les thés sont différents et les parlements eux-mêmes sont différents. Alors, je vous présente aujourd'hui le thé, hein, d'une certaine manière, le thé fédéral canadien, qui n'est pas meilleur que les autres. Il est simplement différent. Et j'espère qu'aujourd'hui, on va pouvoir en tirer des expériences qui pourront vous être utiles. Et certainement que dans les échanges, j'aimerais beaucoup en savoir davantage sur ce qui s'est passé chez vous. Un très rapide survol du système politique canadien. Au Canada, c'est un système politique de type fédéral, avec 10 provinces et 3 territoires. Chacun de ces territoires et provinces ont une assemblée et il y a également un gouvernement fédéral et il y a également un Parlement fédéral. Celui-ci est bicaméral, c'est-à-dire une chambre haute, le Sénat, chambre basse, la Chambre des communes, d'où je suis issu. Il y a 38 millions d'habitants qui élisent 338 députés par scrutin uninominal à un tour
à la Chambre des communes, donc 338 circonscriptions réparties sur tout le territoire canadien, qui est de 10 millions de kilomètres carrés, c'est 15 fois la superficie de la France. Alors, vous pouvez imaginer, c'est un immense territoire. Pourquoi je mentionne un territoire? C'est que ça a évidemment un impact sur les possibilités de transport comme tel. Alors voilà, on commence avec ça. La crise pandémique a agi comme un révélateur pour plusieurs éléments fondamentaux de nos sociétés. Il n'en est pas différent, évidemment, de nos institutions parlementaires. À certains égards, la COVID nous ramène à l'essence même de ces institutions qui nous sont chères. Ça va tellement au cœur de ce qu'est le Parlement que la racine étymologique du mot assemblée est en dissonance complète avec la distanciation nécessaire pour combattre la pandémie. Ainsi, nous avons une organisation, une assemblée, dont le propre est de rassembler les gens en un lieu précis, alors que la pandémie nous force à faire exactement le contraire. Alors, jouer son rôle pour un Parlement est donc tout un défi dans de telles circonstances. Cela étant, face à une crise d'aussi grande proportion, les gouvernements se devaient de disposer de moyens extraordinaires. Quel est alors le rôle du Parlement en de telles circonstances? Quelles sont les conditions nécessaires pour s'assurer qu'une Assemblée puisse pleinement jouer son rôle? La présentation à venir, j'espère, nous aidera à répondre à ces questions. J'exposerai donc l'expérience canadienne à cet égard et tenterai d'en dégager leçons et paramètres d'action. Alors, c'est là qu'on y va. La deuxième diapositive. Alors, je maîtriserai. C'est passé la deuxième diapositive pour tout le monde? C'est bon? Excellent. Alors, la présentation comprendra 3 grandes parties, évidemment de grandeur différente, la deuxième étant la plus substantielle. La première, ce sera la mise en perspective du concept de gouvernement responsable et de la responsabilité ministérielle qui va donc au cœur de ce dont on parle là. Ensuite, nous explorerons les différents vecteurs du contrôle parlementaire. Il y a 5 vecteurs que je veux travailler avec vous ce matin, discuter avec vous ce matin. Cette présentation-là vous sera disponible, si vous la désirez, après la présentation ce matin. Donc, vous n'avez pas à vous épuiser à prendre des notes sans arrêt ce matin. Enfin, qu'en conclure, c'est-à-dire essayer de dégager certaines des leçons qui sont à tirer de l'approche certainement de chez nous en ce qui a trait au contrôle parlementaire. Le concept de gouvernement responsable est au cœur du système parlementaire canadien. Le gouvernement doit en effet disposer de la confiance de la Chambre des communes en tout temps. S'il perd cette confiance-là, de 2 choses l'une. Soit il est remplacé, ou soit on procède à des élections générales. Comment ce concept se matérialise-t-il? Simplement dit, le gouvernement a une responsabilité générale devant la Chambre et ses comités. Il doit y rendre des comptes. Ça inclut que chacun des ministres est pour sa part responsable des actions du ministère qu'il ou elle dirige. Donc, c'est une responsabilité individuelle, la responsabilité générale du gouvernement, c'est une responsabilité collective. C'est à travers cette trame que le Parlement peut jouer son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Au cours des prochaines minutes, je tenterai de vous exposer 5 différents vecteurs liés au contrôle parlementaire ainsi que les différents défis qui y sont liés. Le premier vecteur, tenir séance, que ce soit pour une commission ou pour une assemblée. Chez nous, on appelle ça des comités. Hein? Alors, je vais passer du mot commission, comité, mais essentiellement, il s'agit d'une même chose. C'est une créature de l'Assemblée, des regroupements de parlementaires pour étudier une telle ou telle question avec des mandats bien précis. Alors, que ce soit pour une commission ou l'Assemblée elle-même, tenir séance est un préalable essentiel à tout contrôle de l'action gouvernementale. À tout le moins, c'était une prémisse indiscutable jusqu'à présent. À cet égard, 2 défis précis surgissent quand il s'agit d'envisager le rôle à jouer par le Parlement en période de pandémie, certainement pour tenir séance. Le premier défi est évidemment un défi sanitaire. En raison de la pandémie, on doit limiter le nombre d'individus en un lieu précis. Il y a aussi une limite en termes de déplacement. Dans certains cas, les déplacements sont soit inexistants ou complètement paralysés. Ça a été le cas ici au Canada. Ensuite, il y a des quarantaines régionales. Chez nous, il y avait des quarantaines par région, par province. Donc, il y avait des parlementaires qui étaient issus d'une province, par exemple, à l'est du Canada, la Nouvelle-Écosse, par exemple, qui
se devaient de respecter, en fait, on leur indiquait qu'il serait préférable qu'ils ne quittent pas la province. Ensuite, s'ils quittaient la province, quand ils revenaient, ils devaient alors être en quarantaine pour 14 jours. Ajoutez à ça les problèmes de transport. C'était très difficile pour plusieurs parlementaires de se rendre à Ottawa, donc de tenir séance. L'autre défi, lorsqu'on veut siéger en temps de pandémie, est évidemment les défis technologiques. Évidemment, les parlementaires doivent disposer de l'accès à de l'équipement approprié, ce qui n'était pas le cas dans toutes les situations. Et aussi, le niveau et la qualité de connexion étaient variés selon les régions au Canada. Le pays est immense. Il y a des régions du Nord où la connexion Internet était très faible, très difficile, alors que dans d'autres régions, la connexion était pratiquement parfaite. Alors, on devait tenter, c'était un défi important, d'assurer une connexion Internet de qualité pour tous. Alors, dès le début de la pandémie, on dispose de très peu d'informations. On sait tout de suite qu'on ne peut pas tenir des réunions ensemble, ou à tout le moins de la manière habituelle. Alors, dès le départ, plein de séances sont annulées. C'est tout un défi. Alors, cette situation-là bouscule un tas de choses. On redéfinit la participation des élus parce que la participation des élus, on la tenait pour présentiel en tout temps. On redéfinit les concepts fondamentaux comme le quorum, le privilège parlementaire et même le lieu d'exercice du pouvoir démocratique, ce qui n'était pas rien dans une seule situation. Les types de participation, on les définit tout de suite, c'est-à-dire en trois différents. En personne, le présentiel, donc les députés sont réunis en un lieu précis et dans un forum précis pour exercer leur fonction parlementaire. Virtuellement, c'est-à-dire chacun de son côté, de manière virtuelle, donc à travers, comme on le fait en quelque sorte aujourd'hui, ou hybride, c'est-à-dire des députés qui se trouvent dans un local bien déterminé. Ensuite, d'autres députés qui participent de manière virtuelle, donc en manière hybride. Il est à noter que le mode de participation a évolué selon le moment et le forum utilisé. Alors, tenir séance voulait dire que l'Assemblée a d'abord siégé en mode présentiel et en format réduit. C'est-à-dire qu'il y avait une entente implicite entre les partis politiques pour réduire à 85 députés le nombre maximum de députés à se trouver en chambre. Une chambre qui en contient habituellement 338. Le nombre de séances avait été réduit au maximum, c'est-à-dire 9 plutôt que 52. Vous voyez le calendrier qui était prévu et le calendrier qui a été mis en œuvre, c'est-à-dire beaucoup moins de séances au printemps que ce qu'on avait prévu. En fait, c'était principalement pour adopter des mesures législatives d'urgence. C'est fait à noter, en 4 mois, la Chambre a été rappelée à 6 reprises pour des séances d'urgence. Depuis le début du Parlement canadien, depuis 1867, le Parlement avait alors, jusqu'au printemps dernier, seulement été rappelé 12 fois. Alors, en 4 mois, on a fait essentiellement le tiers de tous les rappels d'urgence de la Chambre depuis son existence. Cela vous dit, évidemment, le caractère historique de la situation. Enfin, à l'automne, vous voyez que la Chambre a siégé davantage. Nous sommes passés en mode hybride et le nombre de séances était essentiellement celui prévu au calendrier. Mais il y avait évidemment des défis pour tenir séance. Il fallait y avoir évidemment une version sécurisée de Zoom permettant à tous les députés répartis sur 6 fuseaux horaires de participer aux travaux de la Chambre virtuellement et dans les 2 langues officielles du pays. Les règles avaient été modifiées pour faire en sorte que les parlementaires puissent participer et être comptés dans le quorum de manière, même s'ils participaient de manière virtuelle. Donc, un changement important déjà. Tenir séance veut aussi dire qu'un comité spécial puisse se réunir pour étudier le dossier bien précis de la COVID-19. L'objectif était essentiellement d'entendre des annonces ministérielles et permettre aux députés de questionner les ministres. Et pour une période de peu près 90 minutes à chaque séance, le comité s'est réuni de manière hybride environ 25 fois. Il a cessé d'exister au mois de juin. Enfin, tenir séance veut aussi dire que les commissions, les comités, puissent se rencontrer et examiner les dossiers de l'heure et faire rapport à la Chambre des communes. Il y a eu un nombre très limité de réunions au début parce qu'évidemment, les capacités techniques se posaient problème. On n'arrivait pas à fournir suffisamment rapidement les ressources
et aller rejoindre les parlementaires pour qu'ils puissent participer pleinement. On n'a eu qu'un tiers, en quelque sorte, des réunions. Une réunion prévue sur 3. Toutes les réunions étaient virtuelles. Fait à noter, il y a un comité qui avait été chargé d'étudier les fonctions parlementaires en temps de pandémie. C'était très intéressant puisque ça nous a permis, de savoir un peu, en quelque sorte, de connaître les attentes des parlementaires, mais aussi de pouvoir échanger avec eux sur les différentes possibilités. Ça, c'était dans un premier temps. Dans un deuxième temps, à l'automne, les parlementaires ont pu se réunir en plus grand nombre. Il y a eu plus de réunions. Ils ont pu se réunir en présentiel, en hybride et en virtuel. Il y a eu évidemment un accroissement important du nombre de réunions. Petite anecdote comique. La parfaite maîtrise des appareils électroniques peut prendre du temps. Vous en êtes probablement tout à fait conscient chacun. Mais les réunions, nous avons nos réunions qui sont en quelque sorte pas mal plus privées qu'une réunion d'assemblée. Alors, un député peut croire que son microphone est fermé, mais il ne l'est pas. Alors, vous pouvez imaginer parfois les commentaires, les questions qu'il peut pas partager ou ne devrait pas partager. Pire encore, un autre peut penser que sa caméra est fermée, mais elle ne l'est pas. Disons que les petits pépins d'apprentissage technologique ont permis à plusieurs d'involontairement d'étendre l'atmosphère, puisqu'on a ri à de nombreuses occasions. Mais tenir séance, ça constitue en quelque sorte le premier vecteur, mais aussi le pilier central pour rendre un gouvernement imputable devant le Parlement. C'est presque un passage obligé, ou à tout le moins, ce l'était jusqu'à présent. Passons maintenant au deuxième vecteur. Il serait difficile d'assurer l'imputabilité du gouvernement si des questions ne pouvaient lui être adressées. Rendre des comptes, c'est essentiellement répondre à des questions. C'est une fonction évidemment essentielle et fortement médiatisée. À cet égard, chaque jour de séance de la Chambre, une période de questions de 45 minutes adressée aux questions orales adressées au gouvernement était réservée à chaque jour. À chaque séance de la Chambre. Ensuite, il y a un comité spécial, le comité spécial sur la COVID. Il y avait une période de questions orales qui était adressée au gouvernement également à chaque fois. Et lors des réunions des différentes commissions, des comités, il y avait une possibilité d'interroger des témoins, les ministres, pendant une période tout à fait déterminée. Il y a une petite anecdote là-dessus. Je parle des périodes des questions adressées au gouvernement et vous entendrez probablement plusieurs parlementaires vous dire « Oui, on pouvait poser des questions au gouvernement, mais disons que les réponses que l'on obtenait de ce même gouvernement-là n'étaient pas satisfaisantes. » Et ça, c'est un commentaire que l'on entend depuis très longtemps. À ce sujet, un des présidents qui a servi, le président qui a servi le plus longtemps à l'Assemblée comme président, avait essentiellement dit, et c'est pour ça qu'on appelle ça la période des questions. On n'appelle pas ça la période des réponses. Alors, je vous laisse là-dessus. Vous jugerez bon de la qualité ou de la valeur des réponses données, mais c'est un commentaire qui revient à chaque fois que l'on parle de période des questions orales. Cela étant dit, il y avait beaucoup de questions pour adresser au gouvernement. Bon. Une des dimensions importantes de l'imputabilité gouvernementale, évidemment, repose sur l'accès à l'information et aux documents pertinents. Sans ceux-ci, les partis d'opposition ne peuvent jouer pleinement leur rôle. À cet égard, il y a eu beaucoup d'activités au cours de la dernière année. Ainsi, la Chambre a exigé du gouvernement qu'il lui fournisse des mises à jour régulières de la situation, que le vérificateur général, c'est-à-dire un vérificateur qui vérifie c'est un haut fonctionnaire du Parlement qui vérifie les comptes du gouvernement, de l'appareil étatique et en rend compte à l'Assemblée, aux différentes commissions. Alors, le vérificateur général fasse une vérification complète des dépenses engagées par le gouvernement au sujet de la COVID-19. On a même attribué des ressources supplémentaires au vérificateur général. Il y a également eu des ordres adoptés par la Chambre, et j'en lis qu'un, il y en a eu plusieurs adoptés par des comités comme tels pour que des documents soient transmis. Alors, il y en a un ordre qui disait, un ordre de la Chambre soit émis pour la production de l'ensemble de notes de service, courriels, documents, notes ou autres dossiers du cabinet du premier ministre,
du bureau du conseil privé, du cabinet de la ministre des services publics, de l'approvisionnement, du cabinet de ministre de la Santé, et j'en passe et j'en passe, relatifs au plan, aux préparatifs, aux approbations et à l'achat de produits de dépistage de la COVID-19, y compris tous les tests réactifs, les écouvillons. Alors, vous pouvez imaginer la quantité de documents qui ont été requis pour faire en sorte que l'Assemblée et les différentes commissions puissent bien faire leur travail. Donc, exiger la production de documents, c'est une part importante pour un gouvernement, pour un Parlement, pour s'assurer que le gouvernement rende des comptes. C'est aussi probablement le plus fastidieux et exigeant des éléments. À noter également ici que lorsque les documents doivent être rendus, partagés avec le Parlement, ils doivent l'être dans les 2 langues officielles. Lorsqu'on parle ici des documents qui ont été demandés pendant la période de la pandémie jusqu'à présent, on parle de plusieurs millions de documents et de pages. L'avant-dernier vecteur de contrôle, c'est la possibilité d'exiger la présence de témoins en comité, c'est-à-dire pouvoir adresser des questions à des témoins, c'est essentiel. Encore faut-il que les témoins comparaissent devant les comités pour pouvoir y répondre. Les comités ont le pouvoir de convoquer et ultimement d'exiger la comparution de témoins. C'est un pouvoir considérable. Par ailleurs, les témoins qui comparaissent très généralement sur simple invitation. Plusieurs vous diront qu'ils comparaissent sur simple invitation, sachant que les comités pourraient simplement exiger leur présence. Alors, plusieurs ministres, le premier ministre, multiples hauts fonctionnaires, ainsi que des tiers ont comparu devant les comités afin de répondre à des questions des députés. Alors ça s'est produit et on l'a vu on a vu que ça s'est manifesté de manière très, 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 très directe au cours des derniers mois. Bon. Enfin, les parlementaires ont beau pouvoir se réunir, poser des questions, exiger la production de documents et la présence de témoins. Leur influence ultime ne peut se concrétiser que par la possibilité de prendre une décision. En un mot, voter. Mais comment faire si les 3/4 des parlementaires ne sont pas présents en Chambre? Alors, dans un premier temps, il y avait une entente implicite entre les partis pour tenir des votes en personne avec un nombre réduit de parlementaires. En gros, sur les 85 députés, si vous aviez 1/4 des parlementaires de l'Assemblée, vous mettiez 1/4 des 85 députés, vous aviez droit à ça, et l'on tenait des votes puisqu'ils étaient en quelque sorte proportionnellement représentatifs de la représentation de la Chambre. Cela étant, très rapidement, plusieurs ont jugé qu'il fallait aller plus loin. Alors, dès septembre, on a commencé à tenir des votes hybrides, c'est-à-dire les députés qui étaient présents en Chambre pouvaient voter en Chambre et d'autres qui étaient virtuels, participaient de manière virtuelle, pouvaient voter à distance. Le tout s'est avéré très long et fastidieux. Le premier vote que l'on a tenu, on s'apprêtait à tenir le vote et il y a eu une panne généralisée de Microsoft en Amérique du Nord. On a dû reporter le vote pendant à peu près 1 heure et 5 minutes. C'est très, très rare que l'on emporte des votes. En fait, moi, je ne suis pas témoin de situations semblables à celle-là depuis que je suis à la Chambre, et je suis à la Chambre depuis au-delà de 30 ans. L'administration de la Chambre a aussi reçu la directive de préparer une application de vote. Alors, les gens pourraient, et nous travaillons là-dessus, et nous espérons probablement avoir des nouvelles des parlementaires sur comment ils veulent mettre en œuvre la proposition dont ils nous ont demandé de préparer, mais essentiellement, les parlementaires pourraient voter depuis leur téléphone. Il y aurait une fonction de reconnaissance faciale pour permettre pour assurer l'intégrité, en quelque sorte, du vote. C'est à suivre. On devrait connaître un aboutissement à cet égard-là dans les prochaines semaines. Avec cette application-là, nous allons permettre de stabiliser ce 5e vecteur de contrôle de l'action gouvernementale. Ce sont ces 5 contrôles-là, ce sont ces 5 vecteurs-là qui permettent en quelque sorte de stabiliser ou à tout le moins de consolider ce qui peut être fait en termes de contrôle de l'exercice du pouvoir gouvernemental. Qu'est-ce qu'on doit conclure de tous ces éléments-là? La première chose, c'est aux grands mots, les grands moyens. Des actions choc ont dû être mises en œuvre, évidemment, dans chacun des pays pour enrayer ou à tout le moins essayer de combattre la pandémie.
Le gouvernement a pris des mesures historiques et en contrepartie, le Parlement s'est réuni de manière extraordinaire. Il a aussi repoussé les limites habituelles de participation et de reddition de comptes. Alors, on a dû s'ajuster. Pour s'assurer que cela puisse fonctionner, deux conditions devaient être remplies. La première, c'est la mise en place d'un environnement sanitaire limité et fonctionnel. Et ensuite, évidemment, comme je l'ai déjà mentionné, l'utilisation massive de la technologie. Ces deux conditions-là sont à peu près essentiellement les mêmes, probablement, dans chacune des assemblées. Si on n'arrive pas à répondre à ces conditions-là, il est très difficile d'avancer sur les différents vecteurs dont j'ai déjà parlé. Évidemment, nous avons pu faire du progrès, mais ce n'était pas évident. Nous avons rencontré plusieurs obstacles à ces égards. Mais ce que la pandémie nous a rappelé, c'est que nous a rappelé les fonctions importantes et prioritaires du Parlement. Le contrôle gouvernemental, s'il est possible de le faire, est tout aussi important que l'action gouvernementale elle-même. Il en est, en quelque sorte, la nécessaire contrepartie. Un petit coup de thé rwandais. On en retient qu'il faut faire preuve d'agilité, commencer petit et tenir compte du contexte. C'est ce que nous avons tenté de faire. Cela nous rappelle également l'importance de disposer d'un personnel parlementaire stable et professionnel qui puisse, lui, s'ajuster aux circonstances et assurer que le Parlement puisse bien jouer son rôle. L'approche doit être évolutive et tenir compte des capacités et des possibilités du moment. L'expérience du Canada est unique à sa situation. D'autres ont pu approcher la chose de manière différente. Comme le thé, le Parlement peut être servi de manière différente selon l'endroit, la culture, l'histoire et le moment. Je vous remercie beaucoup et j'ai bien hâte de discuter avec vous et d'échanger si vous avez des questions. Merci bien. Merci beaucoup, cher Monsieur Gagnon. Merci beaucoup de votre exposé, de ce témoignage tout à fait important et intéressant et qui évidemment n'a pas manqué d'intéresser nos participants. Votre exemple du thé a été apprécié, et en tout cas par nos amis du Rwanda. Peut-être une première, justement venant du Rwanda, et M. Emmanuel Tulikumana, qui voulait d'abord apporter un commentaire en précisant qu'au Rwanda, les activités parlementaires ont continué en commission comme en plénière. Évidemment en respectant les mesures sanitaires, y compris virtuellement, mais à ce moment-là seulement pour les travaux en commission. Donc c'était un premier commentaire. Monsieur Tulikumana voulait poser deux questions. La première, c'est la mission du Parlement, mission de contrôle du Parlement, l'action du gouvernement par le Parlement, signifie le droit à l'information et le droit d'investigation. Lequel des deux a été le plus utilisé pendant cette pandémie, ou les deux l'ont-ils été de la même façon? Enfin, quel impact la pandémie a-t-elle eu sur ces droits? Et puis une deuxième question, si la pandémie et ses conséquences persistent, ce que nous espérons tous comme un scénario qui ne se déroulera pas, cela ne risque-t-il pas de déséquilibrer les institutions et en quelque sorte le jeu démocratique, ou plutôt la répartition démocratique entre les pouvoirs, en partie bien sûr exécutif et législatif? Monsieur Gagnon. Merci beaucoup, M. Assier. Merci beaucoup. Emmanuel du Rwanda, bien heureux de traiter de cette question-là. La première question pour commencer, c'est intéressant de le placer de la sorte, c'est-à-dire le droit à l'information et d'investigation. La difficulté qui s'est présentée avec l'investigation, et c'est pour ça que j'ai insisté pour tenir séance comme étant le premier vecteur, c'est qu'il est difficile d'avancer sur cet élément-là sans pouvoir tenir séance. Et il fallait surmonter en quelque sorte ces aspects-là pour pouvoir exercer ce pouvoir-là. Et je dirais même celui de demander des documents comme tels, puisque demander des documents comme tels, c'est une action qui est formelle comme telle, c'est-à-dire une assemblée
où une commission doit prendre une décision de demander un document. Il y a évidemment la loi sur l'accès à l'information au Canada qui permettent de demander certains documents, mais évidemment, ça ne fonctionne pas de la même manière et pour plusieurs n'apparaîtrait pas aussi efficace qu'une décision d'une commission à cet égard-là ou même d'une décision de l'Assemblée. Et tenir séance c'était donc le premier vecteur qu'il fallait répondre pour traiter de ces deux questions-là. Je dirais que les deux actions ont été en quelque sorte faites en parallèle et les demandes d'information comme telles sont venues assez rapidement, mais sur le tard, il y a eu beaucoup plus de demandes d'information, d'accès à des documents comme tels qu'au départ comme tel. Et évidemment, ne serait-ce que parce qu'au départ, tout le monde était regardait la situation, la nouvelle situation avec avec une certaine forme d'interrogation pour la suite des choses. La deuxième dimension, c'est très intéressant. Et ici, je suppose, et comme chez vous d'ailleurs, lorsqu'une situation se présente de la sorte, avec d'aussi grands impacts sur une société, le gouvernement agit très rapidement. Et puisqu'il agit très rapidement, doit partager de l'information, doit mettre en place des mesures pour faire en sorte qu'on puisse enrayer, combattre la pandémie comme telle. Pour plusieurs, on estimait à cet égard-là que il fallait laisser la place au gouvernement pour qu'il puisse jouer son rôle. Donc, on voyait dans plusieurs des situations beaucoup plus le gouvernement très actif au niveau des médias parce qu'il faut partager l'information, laver les mains, 2 mètres de distance, toutes ces questions-là, il faut partager cette information-là. Alors, il y a eu comme une certaine compréhension à l'effet qu'il y a des moments où l'exécutif, en quelque sorte, doit jouer un plus grand rôle, mais après un certain temps, la question est venue, comment le Parlement peut-il jouer son rôle et avec quelle intensité? Et c'est là que peu à peu, différents éléments, différents morceaux de ce casse-tête-là se sont mis ensemble pour faire en sorte qu'on puisse estimer qu'il fallait trouver une certaine forme d'équilibre. Il est évident que si la pandémie devait se poursuivre et qu'on était dans une situation où ce qui serait encore plus dramatique, qui rendrait les choses encore plus difficiles, par exemple, de tenir séance, le rôle du Parlement serait probablement plus difficile à jouer. Alors, il s'agit de trouver en quelque sorte un équilibre dans tout ça pour assurément que à la fois l'exécutif, mais aussi le Parlement puisse pleinement jouer son rôle. Merci beaucoup. Nous avons également une deuxième question qui vient toujours du Parlement du Rwanda, M. Olivier Rubibi, qui vous salue, qui vous remercie pour votre présentation et qui, en commentaire, se réjouit de voir effectivement un certain nombre de ressemblances dans la pratique des parlements pendant cette période. Il voudrait vous poser deux questions également. La première, le Parlement du Canada avait-il déjà utilisé ce mode virtuel de réunion dans le passé? Et deuxièmement, quels sont, à votre sens, les avantages et les inconvénients de cette nouvelle façon, cette façon innovante de travailler? Merci. Je note également que Olivier Rubibi, dont je me rappelle très bien. Bonjour Olivier. Bonne question. Nous avions déjà utilisé le mode virtuel dans nos réunions, mais de manière très limitée. C'est-à-dire, il était en raison du territoire canadien, l'immensité, par exemple, de demander à un témoin de venir comparaître devant un comité, une commission, pour, disons là, 1 heure. Alors, pour certains témoins, partir de l'ouest du Canada pour venir comparaître devant un comité, il s'agissait d'un effort qui prendrait quelque chose comme 36 heures. Question de déplacement, disponibilité de certains des lignes aériennes, tout ça.
c'est vraiment pas évident. Alors, nous avions développé depuis un certain nombre d'années déjà, depuis probablement une bonne quinzaine d'années au moins, où les témoins pouvaient comparaître de manière virtuelle. On appelait ça par vidéoconférence. Et ça a été très utilisé, ne serait-ce que parce que c'était plus facile pour les témoins, mais aussi beaucoup moins dispendieux puisque nous déboursons les frais de déplacement pour les témoins comme tels. Alors, c'était l'utilisation qu'on en a fait et ça ne se limitait à peu près qu'à cela. Évidemment, on a dépassé ça, on a fait sauter le plafond de verre à cet égard-là. Les choses ont dramatiquement changé. Ensuite, les avantages, les inconvénients de cette nouvelle façon de travailler. Alors là, on pourrait rentrer dans un débat qui partagerait beaucoup de personnes. Parce que pour plusieurs, l'avantage, les grands avantages de ça, c'est que ça permet, dans un premier temps, de combattre, de ne pas augmenter les, les effets de la pandémie, puisqu'on s'assure que les gens ne se réunissent pas dans un lieu clos, mais permettent aux parlementaires quand même de jouer leur fonction importante. Alors ça, je dirais que c'est l'avantage le plus important. Au Canada, comme il est très difficile pour les parlementaires de se déplacer en temps de pandémie, c'est le grand avantage, c'est que ça permet à tous les parlementaires de pouvoir participer aux délibérations, quels qu'ils soient au Canada, alors que dans certains, parce que ce que plusieurs mentionnaient, c'est que les parlementaires qui se situent près de la région de la capitale pouvaient se déplacer facilement pour venir aux séances de l'Assemblée, alors que ce n'est pas le cas pour les autres parlementaires. Alors ça, c'était le grand avantage comme tel. Ben, l'inconvénient qui vient de ça, certains vous diront, c'est pas parfait, notamment nous, en raison des deux langues officielles. Il y a la question de l'interprétation qui se fait, les pépins techniques qui peuvent se présenter. On ne peut pas aller aussi au fond des choses, vous diront certains, en raison de ces différentes difficultés. Et ça s'est manifesté en plusieurs occasions et c'est certain que ce n'est pas comme dans une réunion en présentiel entre les différents individus. Mais là, il faut faire, je suppose, la part des choses et tenter d'évaluer les, les bénéfices comparativement aux effets négatifs. Qu'en restera-t-il de ça? Va-t-on garder les éléments qui sont arrivés de la pandémie en termes de participation virtuelle? C'est très difficile à évaluer. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui sont d'intérêt. Je dirais, par exemple, pour les parlementaires qui participent en commission, il y a risque d'avoir ça risque d'un peu plus rester de ce côté-là que ce serait pour ce qui est de la participation en Assemblée. Je pense qu'en Assemblée, les parlementaires, beaucoup de parlementaires vont vouloir revenir le plus rapidement en format habituel, traditionnel. Les échanges entre les parlementaires, la joute politique comme telle, n'a rien de comparable entre les deux situations. Plusieurs vous diraient que les échanges sont plus civilisés entre les parlementaires puisque ça s'échauffe beaucoup moins. Et donc, d'autres vous diront exactement le contraire, c'est-à-dire il est beaucoup plus facile de mettre le gouvernement sur la sellette lorsque l'opposition mitraille avec les questions solides et difficiles en chambre, en présentiel. Alors, c'est en quelque sorte là, je dirais l'opinion qui se dégage des parlementaires. Pour plusieurs, voudraient revenir au mode présentiel le plus rapidement possible. Merci, M. Assier. Merci beaucoup. Je voudrais, moi, vous poser une question à la suite de cela, cher monsieur. Finalement, est-ce qu'on n'assiste pas à une sorte de fragilisation du fonctionnement démocratique en rendant ce fonctionnement précisément peut-être vulnérable aux nouvelles technologies? Cela pose des questions effectivement, d'abord de fonctionnement, d'échange, de débat en termes humains, en termes culturels humains, comme vous venez de l'annoncer, peut-être aussi en termes de sécurité. Est-ce qu'il y a des précautions, je l'imagine bien sûr, qui doivent être très importantes parce que le piratage informatique
peut pointer le bout de son nez dans ce genre de situation. Cela a des effets considérables quand même sur le fonctionnement démocratique. J'imagine que ceci doit faire débat et qu'en est-il? Ouais, c'est un débat qui n'est pas résolu, je dirais, complètement encore en termes de- d'évaluation définitive de la situation, du fait que c'est essentiellement la meilleure approche que l'on a pu prendre dans les circonstances comme telles. La question de la sécurité essentiellement des technologies qu'on utilise était au cœur de ce qu'on a fait, puis probablement a été responsable de certains délais qu'on a dû avoir. On voulait s'assurer qu'en tout temps, les systèmes étaient les plus solides et impénétrables possibles. Le bon côté des choses, c'est que je dirais, la très vaste majorité des échanges sont en public comme tel. Donc, il n'y avait pas, s'il y avait eu une pénétration du circuit comme tel, c'était pour la très grande majorité avoir accès à des délibérations qui sont déjà publiques. Donc, il n'y a pas d'accès à de l'information qui est totalement secrète ou des réunions qui sont à huis clos. La situation a quelque peu changé puisque des comités siègent maintenant à huis clos. Donc là, le niveau de cybersécurité est encore, je dirais, beaucoup plus grand. Et pour plusieurs, évidemment, les difficultés pépins techniques faisaient en sorte qu'ils disaient essentiellement, en raison de ça, moi, ma participation est plus fragile que celle d'un autre qui se situe, par exemple, dans un comté où la, la bande passante est de meilleure qualité. Et c'est pour ça qu'on a énormément investi de temps et d'énergie. On a une équipe exceptionnelle à la Chambre qui ont communiqué avec chacun des parlementaires pour s'assurer que, les liens étaient les plus solides, que l'équipement fourni était de la meilleure qualité possible et que la sécurité serait maintenue. Et dans ce sens-là, on a été bien servi au cours des derniers mois. Mais pour plusieurs, ce n'est pas l'exercice optimal d'une démocratie. Merci, merci beaucoup. Madame, Madame Liliane Moutimana, également du Parlement rwandais, aurait souhaité que vous puissiez revenir sur le vote à distance, ses inconvénients et la logistique nécessaire pour pouvoir l'utiliser au Ouais. Parlement. D'accord, c'est un grand plaisir pour moi de le faire. Et bonjour encore à mon ami du Parlement rwandais. Écoutez, il y a deux, je dirais qu'il y a deux types de vote à distance que l'on a testé. Le premier était celui du vote par Zoom, la fonction Zoom. C'est pas compliqué. On avait, par exemple, le président adressait une question à la Chambre est-elle prête à se prononcer sur cette question-là, par exemple, deuxième lecture d'un projet de loi. Et là, on procédait comme tel. Les parlementaires en Chambre, on les nommait et ils nous indiquaient, donc on demandait ceux qui sont en faveur, levez-vous, puis on les identifiait. Et là, pour ce qui est des parlementaires en ligne, et c'est là que ça prenait le plus de temps, je dirais, quand on a réussi, très bien réussi, c'était à peu près 30 minutes, mais au début, c'était au moins 1 heure. C'est-à-dire, on nommait les députés l'un après l'autre par parti. Et là, le député prenait l'écran et nous disait, Monsieur le Président, je vote en faveur de la motion. Et là, on enregistrait, je vote en faveur. Et ensuite, on allait au deuxième et au troisième. Ben, alors, des fois, le micro ne fonctionnait pas. Des fois, la caméra ne fonctionnait pas. Et des fois, c'est un autre député qui intervenait au lieu. Alors, les problèmes techniques ont été assez importants. Les présidents de séance ont fait preuve d'une remarquable patience à cet égard-là. Mais ce qui est le problème logistique le plus important, c'est que du début jusqu'à la fin du vote, les parlementaires devaient rester en ligne et visibles. Ce qui fait que parfois, les interruptions techniques pouvaient se présenter. Quand on arrivait à leur nom, le système ne fonctionnait pas. Alors, on a eu, évidemment, c'était en quelque sorte la logistique parce que la bande passante nécessaire pour avoir une vidéo et intervenir, c'est quand même plus grand que de faire, par exemple, envoyer un courriel ou un texto. Ça, c'est la première dimension et c'était la logistique. C'est une logistique assez importante comme telle. D'ailleurs, les réunions virtuelles, qu'elles soient celles des commissions
ou de la Chambre comme telle exigeait, dans notre cas, beaucoup plus de personnel que dans les situations normales. Maintenant, pour ce qui est de l'application web comme telle, j'espère que dans la prochaine réunion de l'Assemblée des secrétaires généraux des parlements, on pourra présenter l'application web qui serait potentiellement adoptée par les députés. Alors, si ceux-ci décident d'aller de l'avant avec une application web, c'est relativement simple. Des parlementaires pourraient voter sur une question donnée. Alors là, la présidence, elle est en chambre, elle dit, la Chambre était prête à prononcer sur la deuxième lecture du projet de loi, êtes-vous en faveur ou contre? Le parlementaire ouvre son téléphone, fait les vérifications d'usage, vérification de sécurité d'usage, indique si le vote en faveur, contre ou s'abstenir. Et là, précise son vote. Oui, je précise. Oui, oui, c'est bien. Non, que je veux voter. Et là, l'appareil prendrait une photo du parlementaire. Il y a un système qui ferait en sorte que les visages, il y aurait une comparaison des visages et les parlementaires. Là, la question, c'est de savoir à quel point la vérification visuelle comme telle, c'est à peu près à 80 %. Si disons qu'on descend en bas de 80 % parce qu'on aurait la photo habituelle du parlementaire, photo qu'on a prise de manière officielle, et sa nouvelle photo. Et là, il y a une comparaison. Puis si c'est par exemple en deçà de 80 % de ressemblance, il y aura un petit drapeau rouge qui se lèverait et ça sera aux parlementaires de traiter de la question pour dire, ah, voilà, Jean-Dominique Assier a tenté de voter, mais non, c'est son fils qui a voté au lieu. Alors, c'est ce genre de situation-là qui permettra à la présidence, après ça, de juger de l'intégrité du vote. Dès le départ, lorsqu'il y avait eu des problèmes, nous avons la Chambre, certainement la présidence, a insisté sur l'intégrité du vote, mais aussi de prendre les parlementaires à leur mot, c'est-à-dire à leur parole. C'est-à-dire, si un député indique « Oui, oui, j'étais là, j'ai voulu voter, mais le système n'a pas fonctionné, j'ai bien entendu la question, et là, je suis prêt à voter », ben, alors on lui permettait de le faire. Alors, ça a relativement fonctionné dans les circonstances, mais c'est une logistique qui était quand même assez lourde et probablement que la question de l'application va régler cette question-là. Il est possible que cette application-là, dans un futur, les parlementaires veuillent continuer à appliquer le vote électronique. Chez nous, il n'y a pas de vote électronique comme tel. Ça ne s'est jamais produit avant la pandémie. Les parlementaires aiment bien l'exercice de se lever et de dire de mon siège, j'ai voté en faveur de ce projet de loi-là ou contre ce projet de loi. Il y a une symbolique fort importante là-dessus. Merci. Nous avons également une question de M. Harou du Parlement panafricain qui explique qui précise que certains parlements nationaux ont décidé, à cause des contraintes de cette période, d'une méthode de travail, d'une réduction d'effectifs. Faute de consensus, est-ce que cette façon ne pose pas le problème de la légitimité à minima des décisions qui sortiront de telles assises? Oui, c'est une très bonne question. Et comme je l'ai mentionné, chez nous, ça s'est produit essentiellement l'Assemblée tenait séance avec 85 des 338 députés dans l'Assemblée. Alors, certains pourraient dire qu'il n'y a pas une représentation il n'y a pas une représentation fidèle de la réalité, par exemple, géographique du pays ou des partis comme tel. Il y avait, et ça l'a tenu quand même jusqu'à tout à fait dernièrement, et ça risque de reprendre quand même en janvier. L'entente implicite qu'il y avait entre les partis, c'est que on se devait de respecter cette entente-là. Par la suite, lorsqu'il y a eu les votes, ben là, évidemment, un vote de manière hybride, ça leur a permis de compenser en quelque sorte ça. Mais si on revient à la question de base que vous soulevez, elle est éminemment importante. La première réponse que je donnerais à ça, c'est l'Assemblée peut prendre une décision chez nous du moment où un quorum est annoncé et est rencontré comme tel. Chez nous, le quorum date de 1867 et c'est un quorum de 20 députés. Alors, vous pouvez imaginer que la Chambre peut siéger avec très peu de parlementaires. La question que vous soulevez là, elle n'a pas été soulevée de manière très directe, dans ce sens que il y avait une entente entre les
parti comme tel, mais indirectement, plusieurs disaient « je veux mettre ma voix dans ce débat-là ». Et c'est là que la question du, de la participation virtuelle est apparue plus urgente que jamais. C'est une bonne question que vous soulevez là et je pense que c'est une question que les parlementaires doivent en quelque sorte affirmer. C'est une affirmation qui doit être faite au début, c'est-à-dire nous, parlementaires réunis en moins grand nombre, votons au nom de tous les parlementaires de l'Assemblée et estimons qu'en quelque sorte, cette décision-là est tout aussi légitime que si tous les parlementaires étaient là. Mais la question, certainement, pourrait se poser si, par exemple, disons, chez nous, au Canada, l'Assemblée décide de siéger, mais il n'y a personne qui peut se rendre à l'Assemblée en raison des problèmes de transport significatifs, sinon inexistants. Alors, si, disons, il y avait seulement 23 députés qui se présentent en Chambre, ils sont tous du même parti, il y aurait une problématique là, qui pourrait être soulevée. Heureusement, dans les circonstances, ça ne s'est pas posé comme problème. Merci. Monsieur Calvin Randria Mahafanjari, qui est secrétaire général de l'Assemblée nationale de Madagascar, fait part je dirais, d'une décision logistique de bon sens d'ailleurs, et qui la soumet en disant que ne serait-il pas plus, au lieu de réduire le nombre de parlementaires présents, ne ferait-on pas mieux, serait-il pas plus avantageux de chercher une salle de séance plus vaste pour les réunir, donc dans le respect des distanciations, évidemment, et c'est la solution qui a été choisie à Madagascar. C'est une très bonne question. J'aurais pu élaborer un peu pendant la présentation, mais je vais d'abord dire bien bonjour, Calvin. Je suis bien content de te voir encore à l'Assemblée nationale et secrétaire général de surplus. Bien content. Alors, c'est très bien ce que tu mentionnes, Calvin, parce que ça a été évalué chez nous. Et par exemple, pour ceux qui connaissent le Canada, il y a des arénas, il y a des lieux, des arénas où se joue le hockey et c'est immense, ces lieux-là. Alors, de toute évidence, on aurait pu, disons, si l'Assemblée aurait voulu, probablement siéger dans un aréna. Sur la patinoire, alors que la joute, habituellement, c'est une joute de hockey. Là, ça a été un autre type de sport, c'est-à-dire la politique. Ça aurait pu être possible. Et ces questions-là ont été soulevées. C'est l'autre dimension de la problématique qui était plus difficile à répondre. C'est-à-dire, est-il possible et souhaitable que tous les parlementaires quittent leur région et viennent siéger à Ottawa, considérant les problèmes logistiques de transport et considérant aussi les consignes sanitaires qui étaient mises en place, c'est-à-dire on invitait les citoyens de toutes les régions à ne pas quitter leur région. Alors, évidemment, venir à Ottawa pouvait être considéré comme une anicroche, en quelque sorte, un non-respect de ces consignes sanitaires-là. Alors, oui, le premier aspect logistique de mettre les gens dans une même pièce aussi grande, ça aurait probablement peut-être pu être réalisé. C'était évidemment l'autre dimension. Ce qui est un petit peu différent pour ce qui est évidemment du Madagascar, un pays de plus petite dimension, mais je suppose que chez vous aussi, ça a dû être tout un défi. Alors, merci de la question, Calvin. Alors, nous avons une question de M. Kong Sokmoni du Sénat du Cambodge qui vous demande pourriez-vous nous préciser si le Parlement canadien a organisé une session en huis clos pendant la période de Covid? Et si oui, à quel sujet cela a-t-il posé des problèmes en termes de maîtrise justement ou d'utilisation des moyens, des nouvelles technologies et des appareils électroniques? Oui. Merci de la question du Cambodge. Toutes mes salutations à mes amis là-bas, notamment à Alors, j'espère que vous vous portez tous bien là-bas. Oui, des séances à huis clos, il y en a eu, et il y en a eu plusieurs, mais pas de l'Assemblée, simplement des différentes commissions. Et ça s'est produit à de très nombreuses occasions. C'était un défi supplémentaire et c'est pour ça qu'on n'a pas
n'a pas pu les organiser très rapidement dans le processus, mais c'est venu, je pense que davantage au début de l'automne comme tel. Toutes les questions qui ont été traitées à huis clos et traitaient très directement de la question du COVID. Et donc, si, par exemple, vous pensez au comité sur la santé, c'est évidemment toute l'approche gouvernementale en ce qui a trait au traitement, au combat contre la COVID qui était traitée à l'intérieur de des réunions à huis clos. Encore faut-il que je précise que les réunions à huis clos constituent une anomalie, pas une anomalie, mais l'élément, en termes de temps, les séances des commissions à la Chambre des communes se tiennent très majoritairement en public, à 90-95%, je dirais. Je n'ai pas les pourcentages, mais à peu près toutes les réunions se tiennent en public comme tel. D'autres réunions, donc, se tiennent à huis clos. Le comité des finances le regardait de sa situation et les différents autres comités. Et parfois, ceux-ci, soit lorsqu'ils considéraient, par exemple, la préparation d'un rapport, le faisaient à huis clos, ou s'il y avait des témoins ou des questions sensibles qui devaient être abordées, on le faisait à huis clos. Mais en tout temps, c'était vraiment relatif aux questions de la pandémie, de la COVID. Merci. Une question de M. Arbabandé. Les commissions peuvent-elles aller sur le terrain? Étaient-elles en mesure d'aller sur le terrain pour constater les faits ou investiguer? C'est une bonne question. En temps normal, oui. Les commissions peuvent se déplacer s'ils ont l'autorisation de la Chambre et ils le font en temps normal de manière importante. Dans les présentes circonstances, dès le début, la Chambre a déterminé que les comités ne se déplaceraient pas. Même chose, par exemple, pour les relations internationales et interparlementaires. Il y a encore un interdit de voyage pour toutes les associations comme telles. Donc, les analyses du terrain se sont faites de manière virtuelle. Merci beaucoup. Écoutez, je crois que là, nous avons plus de questions. Peut-être une question, mais un peu périphérique, je dirais, au sujet de M. Miko du Parlement du Rwanda, qui pose la question comment le gouvernement canadien annonce-t-il les mesures de confinement concernant la COVID? Ben ça, c'est intéressant puisque ça a fait l'objet de plusieurs commentaires. Je dirais que c'est principalement fait directement, soit de la part du ministre, du premier ministre comme tel, qui a fait de nombreuses conférences de presse devant la résidence qu'il occupe là. Il a fait ça à de nombreuses reprises, ce qui a amené beaucoup d'autres parlementaires à dire, écoutez, en termes de reddition de comptes, c'est une reddition de comptes qui se fait aux médias et non pas au Parlement comme tel. Et là, ça a posé évidemment beaucoup de questions, soulevé beaucoup de questions en ce qui a trait de l'imputabilité du gouvernement par rapport aux parlementaires. Alors ça, il y a cette dimension-là qui existe encore. Il y a également des ministres qui font des conférences de presse très régulières et il y a également des représentants des différentes organisations responsables des consignes sanitaires. Par exemple, la médecin en chef du Canada font des interventions publiques, médiatiques comme telles, presque quotidiennement. Et c'est là que se font habituellement les grandes annonces. C'est dans ce cadre-là. Quand on a commencé à voir les réunions du comité sur la COVID-19 ou quand la Chambre s'est mise à siéger de manière plus régulière, il y a eu quand même plusieurs annonces dans le cadre des travaux parlementaires. Eh bien, écoutez, cher monsieur Gagnon, je crois que nous allons arriver au terme de ce webinaire. Évidemment, nous remercions beaucoup les participants de leur participation active, de leur suivi. Le nombre de participants augmentait au fur et à mesure de votre intervention, monsieur Gagnon, ce qui témoigne de votre succès et de l'intérêt porté à vos propos. Et après avoir remercié justement l'ensemble des participants de leur suivi et de leur présence à ce webinaire, et permettez-moi en leur nom et en notre nom à tous
de vous remercier vivement vous-même, à la fois pour la qualité de votre intervention et, je dirais, votre sens, je dirais, sympathique de la communication qui a rendu ce séminaire extrêmement agréable. Au-delà de l'intérêt de fond, c'était un plaisir de vous écouter et de boire avec vous cette tasse de thé internationale, multiculturelle que vous nous avez présentée au début. Écoutez, Monsieur Gagnon, merci beaucoup. Il nous reste à remercier évidemment beaucoup notre partenaire APF et l'association dont vous êtes vice-président également, et à remercier l'ensemble des participants et de tous ceux qui s'intéressent à ces échanges ô combien importants, et vous redire combien l'Université Sangor est très heureuse de contribuer à la mesure évidemment de ses possibilités, de ses moyens, mais enfin nous sommes très fiers et heureux de vous accompagner. Nous vous souhaitons une excellente journée, Monsieur Gagnon, parce que pour vous c'est le matin. Une excellente soirée pour nos amis de l'Asie qui sont là tard et qui veillent pour nous suivre au Cambodge, et évidemment une bonne fin de journée pour tous nos autres amis. Voilà, merci beaucoup et à très vite. Le plaisir de tous vous retrouver dans une prochaine édition, dans un prochain webinaire. Excellente fin de journée. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Au plaisir de vous voir.